Et là, maintenant, je passe à la personne, à la neuvième, pardon, à la 9e personne, qui est Tyra Banks. Oui, je vous en avais déjà parlé. Tyra Banks, c'est une personne quand même qui m'a beaucoup influencée. C'est la première fois que je l'ai vue en plus, je la connaissais pas. C'est un jour par curiosité, je commençais à m'intéresser à la mode en fait, et j'ai tapé mannequin noir. Et je suis tombée sur plein de blogs, vous savez, il y avait plein de, à l'époque de Skyblog et tout, j'étais tombée sur un blog noir et métis que je vais mettre en dessous, et il y avait Tyra Banks dedans, et franchement, j'ai eu une sorte de déclic. Et j'ai réalisé que c'était la première fois que franchement, c'était la première fois de ma vie que j'avais vu une femme noire aussi belle. Mais vraiment, la première fois de ma vie que j'avais vu une femme noire vraiment très très belle. Même si elle n'est pas 100% noire, elle a des yeux verts, donc elle a des ancêtres blancs, sûrement des ancêtres natifs aussi, amérindiens. Voilà. Parce que les Afro-Américains sont mélangés, très très mélangés. Donc c'est clair qu'elle est mélangée, mais elle est au moins trois quarts noire, je crois. Et vraiment, elle est très belle, elle est vraiment très très belle. Et elle est ni trop grande, ni trop petite, ni trop mince, ni trop ronde. Enfin, elle est vraiment, c'est vraiment la mannequin, l'incarnation même. Elle se rapproche de vraiment de la beauté, de ce qui pourrait incarner la beauté noire. Voilà. Vraiment, je trouve, elle est très très belle. Et bon, après, malheureusement, maintenant, elle s'est un peu éclaircie et tout, mais vraiment, à la base, vraiment, dans les années 90, c'était vraiment une reine de beauté. Et je connaissais aussi Naomi Campbell, voilà, je renie pas Naomi Campbell, elle est belle aussi, elle a beaucoup de choses, mais c'est vrai que celle qui m'a le plus captivée et qui m'a même donné envie aussi de prendre plus soin de moi et de me sentir belle, c'est Tyra Banks. Voilà, c'était mon premier déclic. Et elle m'a même donné envie de me renseigner un peu plus sur le monde du mannequinat, tout ça, tout ça. Parce que j'avais remarqué que j'étais moi-même un peu grande, mince, tout ça, un visage allongé. Et ça m'a donné envie. Et comment dire, l'une des meilleures émissions que j'ai aimées d'elle d'ailleurs, c'est. Alors, ce que j'aime bien chez elle aussi, c'est qu'elle n'est pas restée que dans le mannequinat. Elle est vraiment devenue une femme d'affaires, au point de tenir sa propre émission, America's Next Top Model, mais aussi le Tyra Banks Show. Et l'émission que j'ai le plus aimée, c'est celle où elle a parlé des natural hair, des cheveux naturels, des cheveux crépus. Et je pense que cette émission, elle a marqué beaucoup de gens et ça a conscientisé les gens sur l'importance de l'entretien des cheveux crépus, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment une grosse vague une grosse mode tendance là, de tissage, perruque. Et ça permet à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux, de se remettre en question et de vouloir prendre un peu plus soin de ce qu'on a sur notre tête, voilà. Surtout pour les Noirs américains, c'est beaucoup plus profond. Parce que eux, ils sont vraiment partis de rien. Et ce qui est beau chez eux, c'est qu'ils sont partis de rien, mais qu'ils ont trouvé beaucoup. Ils ont découvert beaucoup de choses, développé beaucoup de méthodes de coiffure, tout, voire même beaucoup plus de choses que ce qu'on a en Afrique. Et pour ça, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Donc voilà, elle a contribué à ça. Elle a aussi. Bon, maintenant, il y a d'autres choses aussi, hein. Des marques de cosmétiques, de maquillage, tout ça, tout ça. Elle participe aussi à des œuvres de charité, des œuvres caritatives. Elle a même sorti deux livres, je crois, sur une fille qui veut rentrer dans le monde de dans le monde de la mode et tout. Et elle est partie de rien aussi, voilà. Elle n'était pas trop pauvre, mais elle est partie de rien. Elle a galéré. Au début, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en elle. Malgré tous les atouts qu'elle avait, il y a beaucoup de gens quand même qui l'a cassée. Et elle a dû vraiment faire ses preuves pour devenir ce qu'elle est. Voilà. Alors, Tyra Banks est née le 4 décembre 1973 à Inglewood, en Californie. Elle a donc 43 ans. C'est une femme afro-américaine, ou plutôt noire américaine, on va dire. Parce que la plupart des noirs américains préfèrent qu'on dise noir américain plutôt. Et elle est mannequin, animatrice télé, productrice,
actrice et aussi occasionnellement photographe, écrivain et chanteuse. Elle est la fille de Caroline London, une photographe, et de Donald Banks, un spécialiste informatique. Donc ils sont issus de la classe moyenne. Oui, ils sont issus de la classe moyenne, voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, elle n'est pas vraiment métisse. Enfin, si elle est métissée, mais ses deux parents sont noirs. Je vais revenir là-dessus après. Je dirai plus de détails. Bon, donc, et elle a un frère qui se nomme Donald Banks. Non, pardon, ça c'est son père, Donald Banks. Elle a un frère qui se nomme Devin Banks et qui travaille à Air Force One, dans l'aviation. Et elle confiera que, dans des interviews et dans le documentaire, elle confiera que son grand frère, en fait, il était un peu jaloux d'elle. Bon, étant petit, il était un peu jaloux parce que, bon, ils étaient que deux. Et c'était la seule fille, et le père, il était un peu papa poule, en fait. Il gâtait beaucoup sa fille, en fait, parce qu'il était tellement fier d'avoir une fille que elle était vraiment la fille à papa. Et le grand frère, il a été un peu ignoré. Et bon, c'est vrai qu'elle était un peu claire, peut-être aussi, je sais pas, peut-être la beauté aussi, parce que c'est vrai qu'elle était très très belle. Et du coup, à cause de ce favoritisme, le grand frère, il se moquait d'elle, il se moquait souvent d'elle, pour rien, sans raison, il se moquait d'elle, il l'embêtait, il la provoquait. Donc, ils s'aimaient, mais en même temps, ils se disputaient beaucoup. Et elle, comme elle était petite, elle disait rien. Elle disait rien à sa mère. Et c'est que plus tard qu'elle confiera à sa mère. Et que, par conséquence, ce qu'elle a vécu par rapport à son grand frère, elle a essayé de se venger, elle a fait subir à des collègues, à des camarades de classe, en fait, quand elle était petite. À l'école primaire, petit à petit, comme elle se faisait harceler, enfin non, pardon, bullying, comme elle se faisait, comment on dit ça? Elle se faisait railler par son frère, en gros, son frère se moquait d'elle, elle a décidé elle-même de devenir comme ça, de se moquer des autres, et elle était vraiment, vraiment méchante, elle a dit qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment méchante parfois, et comme elle était belle, elle s'amusait à faire la belle et à traiter les autres, nanana. Mais après, malheureusement pour elle, ou heureusement, elle a dit heureusement parce que d'un côté, elle avait besoin, elle aussi à son tour, de se faire critiquer pour se rabaisser parce qu'elle était devenue trop orgueilleuse. Donc, ses parents divorcent en 1979 lorsqu'elle a 6 ans, pardon. Et elle va vivre avec sa maman toute seule. C'est la maman qui va s'occuper des enfants. Et elle a dit que c'est un moment de sa vie, ça sera un moment difficile de sa vie, mais elle aura beaucoup d'admiration pour sa mère aussi parce qu'elle va la voir en tant que femme indépendante, forte, et ça va beaucoup l'inspirer dans sa carrière. Et à 11 ans, elle va faire une dépression, elle va perdre une trentaine de kilos, et elle va devenir la source de raillerie de ses camarades de classe, et sera en quelque sorte le vilain petit canard de sa classe, puisqu'elle sera très très maigre, hein, plutôt maigre, et avec des grands yeux, voilà. Et son père, elle parle pas beaucoup de son père, mais il était papa poule, mais en même temps il était un peu froid, un peu strict, voilà. Ensuite, elle a fait son collège au John Burroughs Middle School et son lycée à Immaculate Heart School. Donc je pense que c'était un lycée catholique, peut-être chrétien. Elle en sort diplômée en 1991. Puis, donc là, elle a eu son GED, je pense. Parce que eux, là-bas, le bac, ils appellent ça le GED, il me semble. Et ensuite, elle va postuler pour plusieurs collèges. Pour plusieurs universités. Parce que bon, université en anglais, c'est collège, donc j'ai dit collège. Elle va postuler pour plusieurs universités. Et elle va être acceptée dans toutes les universités qu'elle a demandées. Parce qu'elle aimait beaucoup apprendre, elle était plutôt bonne élève, tout ça. Puis elle va faire la connaissance, au lycée, elle a fait la connaissance d'une amie qui se nomme Robin Roth.
Et la première fois qu'elle va la voir, elle va lui dire, mais est-ce que tu es mannequin? Est-ce que tu es modèle? Et Tyra va lui dire non, pas du tout, mais pas du tout. Et elle va lui dire, mais pourquoi tu penses ça? Après, elle a dit non, non, parce que je trouve que tu es plutôt jolie, nanana. Et donc, c'est là que Tyra Banks, elle va avoir un déclic et elle va avoir envie, parce qu'elle s'est jamais vraiment trouvée belle, mais elle va avoir envie de tenter le mannequinat. Comme elle est grande, mince, plutôt élancée, elle va avoir envie de tenter sa chance dans le mannequinat. Et à la base, elle voulait faire des études de cinématographie pour devenir productrice de films. À la base, elle voulait être plutôt derrière la caméra, derrière l'objectif. Et là, d'un coup, elle va vouloir être devant l'objectif. Et donc, elle va devoir choisir entre l'université ou le mannequinat. Et elle va laisser l'université et elle va tenter sa chance dans le mannequinat. Ce qui va être très risqué elle va essayer plusieurs agences et elle va avoir beaucoup de refus. Beaucoup de refus. Donc, je reviens où j'en étais, excusez-moi. Elle va à l'université de l'UCLA, en Californie, à LA, pour suivre la formation de producteur de films, mais préfère poursuivre sa carrière de mannequin. Et après avoir essayé, oui. Et les raisons pour lesquelles on n'en prenait pas souvent, c'est parce que les personnes des agences de mannequins n'aimaient pas forcément son visage. Elle était des fois trop, oui, peut-être trop grande aussi. Et aussi, souvent, ils disaient qu'ils avaient déjà une fille noire. Donc, c'était très rare que les agences prennent 2, 3 filles noires. Et il y avait toujours qu'une fille noire, même jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est très rare qu'il y ait beaucoup de personnes ethniques en fait. C'est toujours une asiatique, une noire, une rouge, une blonde. Enfin, bon, bref. Je reviens. Puis, elle va tenter, sa carrière va décoller, va vraiment décoller à ses 17 ans, lorsqu'elle va signer un contrat avec l'agence Elite, qui va lui proposer d'aller à Paris. Et les personnes de l'agence vont dire qu'elle n'est pas vraiment photogénique, mais qu'elle sait marcher, elle sait défiler. Et elle surnomme sa façon de marcher, elle le surnomme le catwalk, la marche de chat, pas de chat. Bon, voilà. Je pense que c'est une marche qui est connue dans le mannequinat. Voilà. Ensuite, donc, elle est aimée pour sa présence et son aisance. Elle n'avait pas forcément confiance en elle, mais quand elle marchait sur le défilé, ça se voyait pas. Elle était vraiment confiante, à l'aise. Elle pouvait changer de plusieurs looks différents et elle n'était pas gênée. Pourtant, elle était jeune. Et elle a été l'égérie de plusieurs grandes marques comme XOXO, Swatch, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Got Milk. Elle a fait aussi des défilés en Italie, à Milan, à Londres. Donc au début de sa carrière, vraiment, elle va être en Europe. Elle va travailler avec des mannequins comme Cindy Crawford, il me semble, Naomi Campbell aussi. Et elle va vraiment être en concurrence avec Naomi Campbell, puisque Naomi Campbell, à ce moment, ça sera la seule mannequin noire américaine sur les podiums. Et il y aura une autre mannequin aussi africaine qui se nomme Katusha Nyan. Mais Naomi Campbell, ça sera vraiment la mannequin noire la plus demandée. Et donc, il y en a beaucoup, de plus en plus, ils vont vouloir la remplacer par Tyra. Et ça va créer un peu une rivalité entre les deux. Surtout que Naomi, elle est très froide à cette époque. Elle la regarde un peu méchamment, elle la voit un peu comme une menace. Et Tyra, elle va se sentir très seule. Et petit à petit, elle va vouloir laisser, elle va vouloir tenter sa chance ailleurs parce qu'elle va, voilà, elle va avoir peur. Donc elle va vouloir préférer aller ailleurs plutôt que d'être ennemie avec Naomi Campbell. Donc ensuite elle revient aux USA en 1997 et elle est là et elle va, vous savez, avec la puberté, elle va prendre des formes vers la vingtaine. Donc de plus en plus de formes et des formes généreuses, mais je vais pas en dire plus, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment bien foutue.
elle a tout pour elle. Après, je sais pas, il y en a qui la soupçonnent quand même d'avoir refait le nez, voilà. Pour le reste, non, mais c'est vrai que le nez, ça se voit qu'elle a fait un truc à son nez, on dirait qu'elle a affiné, parce que son nez, il était beaucoup plus large quand elle était jeune. Mais sinon, c'est vrai qu'elle a vraiment été gâtée là par la nature. Et du coup, dans le mannequinat, on va lui dire qu'elle est trop grosse, qu'elle est devenue trop grosse pour défiler dans les podiums. Et que c'est soit elle perd du poids, soit elle limite ses chances de faire des contrats. Et sa mère qui va devoir lui annoncer ça. Et sa mère, elle va la consoler en lui achetant une bonne pizza bien grasse un soir. Et elle va lui dire non, je veux pas que tu devienne anorexique ou que tu crèves la faim juste pour des contrats de mode. On va chercher une autre solution. Donc elle va l'encadrer pendant 6 mois pour essayer de la faire repérer pour qu'elle se fasse repayer ailleurs. Et donc aux États-Unis, elle va se faire repérer par des marques de... À l'époque, dans les années 90, il y avait beaucoup de marques qui faisaient des maillots de bain, des marques de lingerie, tout ça. Donc elle va se faire repérer par Victoria's Secret, Sport Illustrated et GQ. Et donc elle va être la première noire américaine à poser pour les magazines GQ. Et la deuxième noire américaine, je pense, c'est Beyoncé. Non. La deuxième noire, c'est pour... non, Beyoncé, c'est Sport Illustrated, pardon. Donc ça va être la première noire américaine à poser pour GQ et Sport Illustrated en maillot de bain. Et pour Sport Illustrated, la deuxième, c'est Beyoncé. Et elle va devenir aussi... Elle va faire la couverture aussi de Victoria's Secret. Elle va être honorée égérie de Victoria's Secret pendant 7 ans, de 1998 à 2005. Et elle va être nommée ange de Victoria's Secret. Elle va faire aussi la couverture de plusieurs magazines italiens, Maxim, Vogue, et en Amérique, Ebony, Essence Magazine, V Editorial, Hampton Magazine, Cosmopolitan, The New Harper, Bazaar et The New York Times. Donc là maintenant, on va rester dans sa jeunesse et je vais vous montrer vite fait des passages d'un film qui s'appelle Higher Learning et c'est le premier film dans lequel elle a tourné d'ailleurs. Higher Learning, en français Fièvre à Columbus, et c'est un film dans lequel on la voit vraiment jeune, à 18 ans, voilà. J'espère que je vais pas avoir des problèmes de droit d'auteur, sinon je serai obligée de l'enlever, voilà. Et je vais vous mettre des passages vite fait. Donc je reviens à tout de suite. Plus vite que ça. Allez, reviens, on accélère. Plus vite. Yes, yes, we are. C'est ça. We are. Yeah. Au final. Pas mauvais tout ça. In this whole world, you know, there are millions of boys and girls. 23. Tu veux quoi? La bourse intégrale? Ben toi alors, t'as pas froid aux yeux, hein? Bon, je verrai ce que je peux faire. Mais gare à toi si tu planches pas assez tes cours, ou si tu merdois sur la piste. Tu imprimes? J'ai été assez clair? Oui, j'ai compris. Mais t'as vu son cul à la meuf? Wow, putain, j'en pouvais plus moi. Yo man, pose-toi. T'as quoi comme feu beau chez toi? Parole chez les gros, je te dis pas comment. Et la bouffe, elle est où? Yo, tu m'écoutes? Ah, et du pangolin, y'a ça chez toi? On dirait pas. L'eau minérale importée, c'est pas dégueulasse.
T'en penserais quoi si je te foutais du Guns N' Roses alors que t'avais un cours hyper chargé à préparer pour demain? Je pense à rien du tout parce que ça se présenterait pas. Et pourquoi ça? Parce que je te mettrais une tête au carré. Tu permets? Je suis le maître du Monopoly. T'es en faillite, brother. Fallait t'acheter les hôtels. Je te l'ai dit ou pas? Dis donc, pourquoi tu fais des études? Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il faut ça pour réussir dans la vie. C'est quoi réussir? Pote, t'as plus de papier dans l'imprimante. Bah va en acheter alors. C'est quoi réussir? Bah, décrocher un diplôme, se faire des thunes, tu vois? Vraiment? Ouais. Toi, ton truc, c'est le fric ou le savoir? Une situation au hasard. Tu te trouves à un match de foot, il y a des dizaines de millions de personnes. Que des blancs. Le drapeau américain flotte au-dessus de ta tête. Avant l'hymne national, tout s'arrête. Tout le public se retourne et te regarde droit dans l'œil. Tu fais quoi? Je fais rien, je me lève. Je serais tellement mal, j'aurais tellement la honte que... Ouais, je me lèverais. T'es dans la course à pied, toi. Oui, je suis boursier, enfin partiel. Si tu cours pas, on te suit que tes études, c'est ça? C'est la société qui est pourrie. Alors cabane, négro. Donc, je reviens sur sa vie sentimentale. Elle est sortie avec John Singleton. Elle avait déjà eu des petites amies quand elle était jeune, mais son première relation sérieuse, c'est avec John Singleton. Oui. Donc, c'est avec John Singleton, un chanteur qui est chanteur et producteur, un très grand producteur. Hein. Il a produit des films tels que Boys in the Wood, Higher Learning, et même des clips aussi. Remember the Time de Michael Jackson. Enfin, il a produit pas mal de choses. Et il avait 5 ans de plus qu'elle. Et donc, je crois, il a connu à l'âge de 18 ans, mais ils sont été officiellement ensemble quand elle a eu 20 ans. Et lui, il avait 25 ans, un truc comme ça. Puis, elle a été avec le chanteur britannique Seal. Donc, elle a été avec John Singleton de 1993 à 1996. À partir de 1996, elle a été avec Seal. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Après, il y a un long moment où on ne sait pas trop avec qui elle a été. Après, de 2001 à 2004, elle a été avec Chris Webber, un joueur de NBA. Elle va d'ailleurs se confier et elle va dire que c'est pas facile d'être avec un basketteur parce que ils sont tout le temps occupés, ils sont tout le temps... Enfin, c'est vraiment pas facile apparemment d'être une femme de basketteur. Et elle a fait une interview par rapport à ça, si vous regardez sur sa biographie sur internet. Puis, elle a été avec John Untendal, je crois que c'était un métis, quelque chose comme ça. Mais c'était juste un copain, ça n'a jamais été officiel. Et maintenant, elle est avec un blanc. Donc, oui, elle a été avec des noirs, puis avec un métis. Et là, maintenant, elle est avec un blanc. Bon, ça me regarde pas, mais voilà. Elle est avec un blanc. Ça fait depuis 2014, je crois, un truc comme ça. Qu'elle est avec Eric Asla. Et là, depuis 1 an, je crois que ça fait 1 an qu'elle a eu un fils. Elle a eu un fils l'année dernière, qui se nomme York Banks Asla.
Il lui ressemble, il a la peau très pâle, on dirait un blanc, mais il lui ressemble au niveau des traits. Et je sais qu'elle a eu des problèmes de fertilité, donc je pense qu'elle a eu recours à une mère porteuse. Enfin, vraiment, elle n'a pas donné des détails, mais ça se voit qu'elle a eu recours à une mère porteuse, puisqu'elle n'a pas été enceinte. Elle n'a pas été enceinte. Elle a juste montré le bébé comme ça du jour au lendemain. Donc, on pense qu'elle a eu recours à une mère porteuse, dû à ses problèmes de fertilité. Mais voilà, c'est son seul enfant. Et voilà, elle est fière d'être maman. Et c'est une maman fun, tout ça, tout ça. Et elle a aussi, elle est la marraine, pardon, des filles de Kimora Lee Simmons. Donc elle a 2 petites filles blasianes comme ça. C'est la marraine, dont elle est la marraine. En 2005, elle s'est réconciliée avec Naomi Campbell lors d'une émission du Tyra Banks Show. Tyra Banks Show qui a eu 5 saisons et qui est une émission dans laquelle elle donne des conseils de mode et sur la vie sentimentale aux jeunes femmes. Et c'est l'émission d'ailleurs qui a été la plus regardée pour les 18 à 34 ans. Donc voilà, et elle s'est inspirée du Oprah Winfrey Show. Voilà. Donc ça a bien marché, mais après elle a arrêté. Ensuite, en 2009, elle a déclaré avoir été victime d'une relation mentalement abusive quand elle avait la vingtaine. Lors d'une émission de Oprah Winfrey Show sur le thème des violences domestiques, parce qu'il parlait des violences dans le couple, et il parlait plus précisément du couple Chris Brown-Rihanna. C'était à l'époque où il y avait eu le fameux problème entre Chris Brown et Rihanna, où Chris Brown il avait tapé Rihanna, et elle a confié elle-même qu'elle avait été victime de ça. Il y a même d'autres personnes, il y a même Mélanie B, je crois, ou Mélanie C de Spice Girl. Je crois qu'elle avait vécu ça avec Eddie Murphy. Enfin, il y a pas mal de stars aussi qui ont vécu ça, mais qui n'en parlent pas. Et qui ont eu le courage d'en parler après ce qui s'est passé avec Rihanna. Donc elle a dit ça, et moi perso, je sais pas qui c'est, elle a pas dit qui c'est, mais j'ai l'impression que c'est peut-être John Singleton, voilà. Bon, ça pourrait être Seal aussi, mais John Singleton, pourquoi? Parce qu'il était producteur, il était un peu plus âgé qu'elle, et forcément, il a peut-être... elle voulait à tout prix percer, donc comme on sait comment ça se passe dans ce showbiz, sûrement il lui a mis un peu la pression que ouais, si tu veux devenir populaire, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, je pense. Hein. Et elle était plus jeune que lui, donc forcément, elle a dû faire des choses, peut-être quelques concessions avec lui, quelque chose avec lui, pour qu'il lui fasse de la pub un peu, je pense. Hein. Et je sais pas, mais voilà, il est un peu bizarre, il est un peu spécial, ce gars. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est lui. Elle n'en a pas parlé, voilà, c'est classé confidentiel. Ensuite, au niveau de la télé et des films, elle a joué dans des films comme Grandeur Nature avec Lindsay Lohan en 2000, dans lequel elle jouait une poupée qui va se transformer dans la vraie vie. Elle a très bien joué d'ailleurs. Ensuite, dans High Girl Learning, que je vous ai présenté tout à l'heure, et aussi dans Hannah Montana, elle va faire des apparitions dans le film Hannah Montana, dans des séries comme Glee, Gossip Girl, et aussi dans la série Prince de Bel-Air. D'ailleurs, je crois que c'est la première série dans laquelle elle va apparaître. Et elle va se nommer Jackie Ems, et elle va être l'amie de Will Smith pendant 7 épisodes. Ensuite, Tyra Banks aussi a écrit des livres. En 1998, elle a sorti un livre nommé Tyra's Body Inside and Out, dans lequel elle aide les femmes au niveau de la beauté, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Puis, dans les années, je crois que c'est 2010, un truc comme ça, elle a sorti Model Land, un autre livre un peu plus fantastique, qui est un peu autobiographique, je pense, puisque c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir mannequin, qui va être dans une école de mode, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, ces livres marchent plutôt bien, elle a fait pas mal de ventes. Donc c'est vraiment une businesswoman, hein, entrepreneuse, tout ça. Elle a fait des apparitions dans des clips aussi, dans le clip Black or White de Michael Jackson,
aussi dans Love Thing de Tina Turner, dans Too Funky de George Michael et dans Thrice Life de Mobb Deep. Elle a chanté aussi, elle a fait un clip Shake Your Body avec des participantes de America's Next Top Model, mais la chanson je crois elle n'a pas trop marché, et elle a fait un autre duo aussi avec Kobe Bryant quand Kobe Bryant il a voulu sortir son album Kobe en 2004, mais je crois que ça n'a pas trop marché, voilà. Et aussi elle chante l'ouverture des épisodes de America's Next Top Model. Donc elle aime bien chanter, mais malheureusement pour elle ça n'a pas trop marché au niveau du chant, voilà. Elle fait ça juste comme ça, par plaisir. Ensuite, je vais revenir. Donc, le Tyra Banks Show est une émission dans laquelle elle parle un peu de tout. Elle donne des conseils de mode et sur la vie sentimentale à des femmes, tout ça. Elle parle aussi des sujets de la vie en général. Et là, je vais juste vous montrer des passages où elle avait... Il y en a un où elle a parlé dans plusieurs langues, en français et en italien. J'ai trouvé ça marrant, donc j'ai décidé de la mettre. Et il y en a une autre dans laquelle elle va parler avec une religieuse qui a 11 enfants et qui est vraiment, vraiment très, très croyante et qui va lui dire vraiment des choses choquantes, voilà. Et j'avais jamais vu, je l'ai vu il y a pas longtemps et ça m'a vraiment marqué. Et vous le savez, moi-même, je suis croyante. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, la dame, parce que c'est très grave de dire, elle dit que les tsunamis, les séismes qui se passent, c'est normal, que c'est Dieu qui est en colère, tout ça. Non, moi je vais pas aller jusqu'à là, puisque ce sont des choses vraiment horribles et on sait pas pourquoi. Enfin, oui, même s'il y a des raisons spirituelles, mais on peut pas dire des choses comme ça, voilà. Et je vais juste vous laisser voir et... oui, je vais juste vous laisser voir, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse, voilà, sur la religion. Et je pense que Tyra Banks, elle est chrétienne catholique, voilà. Voilà. On va regarder le passage. All of our preconceptions about being black, white, or biracial by asking the question, can you guess my race? Now, we just heard from women who were upset that the audience guessed that they were mixed race when they were actually 100% African American, at least from their immediate family. But joining us are women who say it's not their race, but their nationality, the country that they're from, that people get wrong. So we're going to start with Yolanis. So Yolanis, where do people think that you're from? They think that I am from Mexico or Mexican. And what nationality are you? I'm from Nicaragua. Nicaragua. I love how you say that, Nicaragua. Very sexy. 79% of the audience thought that you were Mexican. So how does that make you feel when they think that, people think that? That makes me angry. I feel like people are just ignorant and they just don't know. Mexicans are related. Everybody thinks that they are immigrant, that they don't have papers. In school, everybody was like, oh, she's a Mexican immigrant. You know, they think that they all live in that all 30 of them live in a household, that all 30 of them go in a car and they drive inside that car. They think so many things about They think them. or you think? Oh, and actually, I feel the same way. Okay, I thought you did. I'm like, it's like we say they, but you really are trying to say that you think that. I live in a place where there's lots of Mexicans, and this does happen. And actually, you can go to the supermarket and it makes you feel very uncomfortable because the Mexican men, they'll stare you down. Like, they can see you like as if you were naked. And I just don't want to be associated with something like that because I'm not that way. Have you ever been to Italy or France? The Italian men, bella, bella, como stai, bella. Oh, mademoiselle, bonjour, viens ici, la, la, la. It ain't just the Mexicans or the brothers, yo, baby, what's up? You looking good. Or the white boys, oh my God, you're so hot. Damn. Hot. It's not just the Mexicans, okay. Shirley Phelps is here today with 2 of her 11 children, Megan, who's 20, and Rebecca, who is 19. So Shirley, I just have to ask you, why do you hate homosexuals so much? Well, that's a faulty proposition and a misstatement of the facts. I probably love them more than anyone sitting in this room. I love them enough to tell them that their sin is taking them to hell, and if they don't repent and stop living that lifestyle, they're going to hell.
So you think, so you say you love homosexuals? Well, hon, that's the only, you know, if you're going to have a standard for love, why don't you draw on God's standard? Because that is, after all, the only standard that matters. Okay, talk about the tsunami, 9/11, and Hurricane Katrina. You said that you rejoiced And in dead it. soldiers and IEDs. Thank God for 9/11. Thank God for Katrina. Tell me Thank why. God for the tsunami. Why? Because you're supposed to thank God for all of his righteous judgments. All of those judgments. It says the righteous will rejoice when they see the judgment of God executed upon a rebellious, disobedient, perverse nation. America has sinned away her day of grace. The wrath of God is pouring out upon this nation. The Swedes, you said something about that. There's a lot of, during the tsunami, you know, in where the tsunami was located, there were a lot of Swedish people taking vacation. And that was a good thing because they died because what? Well, it was a disproportionately large number compared to their population of people from Sweden who were killed in that. Over there trafficking in those flesh pots, you know, where they have sex with little children and things of that nature. We'd been having some discussions with the Swedes for quite a while. Because you're saying what, there's a lot of Swedish gay people? Is Well, that what you're saying? we got into it with the Swedes because they arrested a preacher who stood in his own pulpit and preached what the scripture says about homosexuality. They arrested him, charged him with a crime, so we put out some news releases about that. We turned in on them. Tell me about we included the king, and the king got angry about that, and that's how it all started. Tell me about your church. You have a church with... Well, I'm a member of the Westboro Baptist Church of Topeka, Kansas. And do they all believe what you believe? Yes, absolutely. They all believe what you believe? Yes. And how many members are in this church? There's about 70 of us. About 70? That's right. And I understand that you say that if you don't belong to that church, that you're going to hell. Well, no, and Well, your I don't daughters even have said know that. I don't even know that all the people at that church, some of them won't go to hell. Here's the standard. If you don't serve God with all your heart, soul, might, and mind, and obey his commandments, then you're going to hell. Why choose homosexuals to hate? Why not child molesters or rapists or all of the somebody lesser... else? Look. What you're talking about here is degrees of sins and wrongs. You understand that everyone knows that being a child molester is wrong. So you say God hates child molesters. Everyone knows that being a pedophile is wrong. Everyone knows that being a murderer is wrong. The pernicious But there's nature... still over 533,000 pedophiles in America. Exactly. Registered God sex hates offenders. pedophiles. No, but what I'm saying is they're really, truly preying on children and really, truly attacking children. Yes. Why not get and on that many of bandwagon? them- But why and not get on many that of- bandwagon to make that stop? And many of them are homosexual. We're not interested in trying to stop you from doing your filthy deeds. We're interested in telling you that your sin is taking you to hell, whether you're a pedophile or not. Why don't The you tell pernicious everybody, one nature- second, Shirley, why don't you tell everybody what you do for a living? I'm an attorney. You're an attorney. That's right. And for many of the years before I had all those children, my dad, who is an attorney and also the pastor of the Westboro Baptist Church, and I have 12 siblings, 11 of us are lawyers. My dad pioneered civil rights for legitimate minorities in the state of Kansas. So you're not a racist? Well, of course not. Not a racist. God never said that it was an abomination to be black. He said it was an abomination. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Why, when you start talking about that, do you get angry? Because I there's get- something that starts happening that I just had to calm you down and stop because it was going like this. Because you don't let me finish my answer. No, that's so not true. I have to get the answer out That's as not best true. I I was letting you speak No, and it and you started still getting haven't really let me finish angry. answering the first question. I But was you're trying still to say, angry. you said, why homosexuality? Shirley, I have people on this couch every single day Yes. talking to me Yes. about so many things that they believe in. And they Yes. don't come with a certain anger that you have. It's a zeal. Don't mischaracterize my... There's one thing that you it's say. a You say zeal. that you're against violence, but language incites violence. I see violence all over you. Yeah, I know, honey. This is where it starts. Yes. Shirley, I know that you say that when a mother has a child that gets killed because of a hate crime or their son or their daughter is gay, how do you feel about that mother? How about if you quit trying to make that myopic and microscopic? If you've got a young child who is cut off
in their life before it even really gets started, then there is something going on there. That is the same judgment executed by the same God that sent the tsunami and sent the tower, knocked down the towers. So you're saying you don't have no sympathy for a mother whose that child let's was be more, killed? what you really mean is why are we standing outside the funerals of these dead soldiers with these signs saying America is doomed? God hates fags, God hates fag enablers, Yes. God hates America, America's doomed. What I'm saying about that, those mothers, those parents, they raised those children for the devil. They did not teach them what the Lord their God required of them, and those children were cut off by a raging mad God before their life And got you're started. angry again. You're I'm angry. again. You are doggone right. I'm You're angry so about that. angry. I am so angry that those parents brought the wrath of God down on the head of that child. They didn't even stand a chance. I just have to just pause because this to me feels just crazy. For you to be an attorney, this is insane to me. What does that have to do This with is it? crazy. What does me being an attorney have to do with the truth of Because God when you think, and my service when you and think my attorney, duty? you think somebody that has their head on straight, that can represent somebody that Exactly. passed the bar. Exactly. Exactly. This is really freaking me Yes, out. and you're acting like that you can go I'm along not and going to live sit here like and the fight with you devil. on my stage, so please You be cannot quiet, live like the Shirley. devil. You cannot Please live be like quiet. I'm not going to fight with you, okay? We're not going to go there. We didn't come here to. I didn't come here to do this with you. I didn't come here to do. Your children are here. Can you be a good, better, responsible And parent? why don't you be a good role model? Talking and get her to shut up, that somehow you're going to change the fact that God's wrath is pouring out upon this nation. Okay, well, I'm going to burn in hell because. So why don't you guys tell me? Yes, you are. Why don't you tell me what I am? One of you guys called me something. What is that? A fag enabler. I'm a fag enabler. Tell me what that is. You are. You. You're pandering to a bunch of perverts because you want Why don't you to speak? have I this want show. Rebecca to speak. Why don't you talk to me? Okay, you have this bully pulpit, you have this audience that you can influence, you have so many people that you can influence, and instead of them teaching, you don't teach them God's standards so that they might go to heaven, you teach them your own standard and saying it's okay to be gay when you know What show that are you they'll talking go to about? hell. Tell me what show if you're you do talking that. about. You're talking about America's Next Top Model, Yeah, right? we have. Have you seen more than one episode of America's Next Top Yeah, actually, we Model? were sick one day, and we actually saw an entire marathon. Why would you do that? If I hated fags, I would be like, get the fag off the TV. I'm not watching that. That's what I would think. It's not about their own hate. That's what I would think. It's not what goes into a man that defiles him. It's what comes out of him. But It's why out of would your you? evil But heart. let me just ask you. Don't preach. I don't want to do the preaching. I don't want to do the preaching thing. I want to talk to you guys. Let me talk to your daughters. They're here and they're over 18. They're adults. Alrighty then. I want to talk to you about why you would watch a show like that if you think that people are going to burn and you think it's the biggest sin in the world. Have you ever seen daytime television? It's No, pretty I want to boring. know why you would watch that. I want to ask you, Rebecca. Why would you watch America's Next Top Model if it's so bad? Well, if you're stuck in a room and you really have nothing to do, you just have to see what's on TV. And that was pretty much the only interesting stuff. It was interesting. Okay. But you propagate fag agenda all over it, and you just can lie have to them that to their show. faces. You know what's so funny with you guys? I look at you, two beautiful young girls, and I know that you guys, are you in school? You go to college? Yeah. Do you have friends? Not outside of our church. We have acquaintances. But you We don't have friends. We don't want to be friends with They the people have of this world. friends. Our She said not friends are the outside people of that her serve church God. peers. Jesus Christ said, "Who is my mother and who are my brethren?" It's the people that serve God. I don't want to be friends with you. I don't want to be friends with them. I want to be friends with people who love and obey the Lord their God. Exactly. Because otherwise, they don't have a hope of going to heaven. Why are you angry too? Why do you all speak so much about love, but in such a way? You keep trying to mischaracterize our zeal for something other Because than that. it's really not. If you say that you speak from love and We are and determined God, for let you me to talk. hear Look, you us. say that I'm cutting you We're off. You have cut determined me to off hear 10 us. times, so I would love for you to be quiet right now. Yeah, well, we're I determined would love to for you hear to be us. quiet right now. You ask and you don't let I us would love. answer. You I don't let let us you- answer. I cannot fight you on this stage. No, hon, so just let us I answer, and cannot then you fight can you on talk the after we're stage. done answering. This is hilarious. Every single time I sit down for an interview with anybody, truly, I mean, John and I have been together for so long now. I met him when I was 20. I'm almost 30 now. So, our relationship before we even got engaged was pretty significant too. But I will say, just being 2 years into being married, the questions just come from all over. And it's kind of crazy because I can't imagine, being that nosy to be like,
So when are the kids coming? Because who knows what somebody's going through? Who knows if somebody's struggling no to have idea. children? Ever. I will say, honestly, John and I were having trouble. We would have kids 5, 6 years ago if it happened. But my gosh, it's been a process. We've seen fertility doctors. And then once you open up about all those things to other people, you start learning that a lot of other people in your life are seeing these people and they have this shame about it. So anytime somebody asks me if I'm gonna have kids, I'm like, one day you're gonna ask that to the wrong girl who is really struggling and it's gonna be really hurtful to them, and I hate that. So I hate it. Stop asking me. Yeah. Stop asking me. I have been wanting to say this for so long and did not plan to say this today, did not even plan to talk about this today. But I just feel like we are so hard on each other and judgmental of each other, and a woman that is divorced 3 times is more normal than a woman that has not been married. And I'm so tired of seeing on my social media, why don't you have kids? Why don't you have kids? You don't know. You don't know what I'm going through. You have no idea. And for a long time, it's so funny, when I was 23 years old, I used to tell myself, in 3 years, I'm gonna have kids. Then I turned 24. In 3 years, I'm gonna have kids. And then just every single year, I kept saying that. And then after a while, it's like, okay, now I want to, and it's not so easy. Woo, sorry. This is pretty much my work area. This is a section of my living room, and I made the best of it. One diamond that caught my eye and took my breath away is 18-year-old Kaima McIntyre. My sophomore year in high school, and we also have her with the same features that sometimes society likes to say are ugly. The moment I saw Kaima in her prom dress, I was blown away. The bold design, the pattern, the power that this young woman displayed was awe-inspiring. This is the actual print that we have. Then come to find out, she designed the prom dress herself. I knew that there was a bigger story than just an amazing prom dress. And so I hit this girl up on Instagram. Kaima blew up the internet. Everyone was obsessed with the mystery girl with the amazing prom dress. And within a few days, she had almost 60,000 followers and had almost 250,000 shares. Now that is the power of net worth. When you're dealing with colors like this, you definitely want to make sure you use your yellow for highlighting. Kaima's been obsessed with fashion since she was a little girl, believing that one day she could have her own fashion line. First thing we see are those colors, and then we see the shapes later. And if this is Kaima's work at 18, woo, I can't wait to see her future unfold. I'm an artist at heart, and the designing side of me, this is going to get a lot better. Oh my God. Oh my God, you're so cute. Oh my God, so cute. Oh my gosh. Well, first of all, this dress was seen all over the world on Instagram. I have to say, it is even more stunning in real life. Congratulations. Thank you. Liz, I have to ask you, you had a very clear message when you put that picture of yourself up on Instagram in this dress. What were you trying to say? I was trying to show society that it's okay to be yourself, and I say that over and over again because I think it's really important that we let people know that you don't need someone else to define your identity. This was a representation of me and where I come from, which is Africa. Now, one very awesome woman commented on your post, Ms. Tyra Banks. Yes. What did you think when you saw that comment? Okay, Tyra Banks is someone who I've looked up to for years, and for her to actually take the time to post my dress to say that she wished that I did the design for her, that was like amazing for me, and I can't believe it happened, to be honest. Oh, but I know that you made a dress for Tyra when you came here? Yes. You did? Yes. And you want to give it to her as a surprise, right? I do. Come on, we're going to get ready to make that big reveal with that dress, okay? Wait, you gotta stand up though, because you look so good. Thank you. So awesome, right? Come on, you guys, we want to see it, right? I mean, if this is any indication. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Get over here! Calm down.
such a fan of you. I saw you on the internet and you blew me away with your talent, with your beauty, with your, like, this is my beauty and my beauty is beautiful message. And I was like, I gotta fly this girl out. I gotta meet her. I'm gonna pretend like I got a dress up in here. Ain't nothing up in here, girl. There ain't nothing up in here. Here, EK, take this. Ain't nothing in there. Because I had it on. I've been fitting with this all day, twisting and tweaking and looking at your design and saying she wanted a braid in the back. Put that braid there. Oh my God. And this, to me, this is the beginning of your journey and becoming the force that I know that you can be in the fashion world. This is not existing in the fashion world right now. And it's desperately, desperately needed. And you're going to make a lot of money. It's so true. Yeah, it's right? so true. This is like doesn't exist. so beautiful. Donc, je reviens sur Tyra Banks. Là, maintenant, je vais parler d'autre chose qui touche plus précisément les femmes noires. Je vais parler des cheveux. Donc là, je vous ai montré des images. Il y a pas mal d'images qu'elle a fait où elle est plutôt claire et plutôt foncée. Parce qu'à un moment, il y avait beaucoup de débats sur le thème light skin vs dark skin. Voilà. Il y avait même des documentaires dark skin girl et light skin girl. Pour les noirs qui connaissent, très très intéressants. Et malheureusement, elles sont plus sur YouTube. On est obligé de payer, je crois, pour les voir sur internet. Mais ce sont des très très bons documentaires sur les sous-catégories qu'on fait dans les communautés noires, hein, du plus clair au plus foncé, et qui fait que certaines personnes sont privilégiées et d'autres discriminées en fonction de leur beauté, de leurs traits, de leur type de cheveux, tout ça. Et donc, Tyra, elle n'a pas hésité à montrer ses vrais cheveux, et elle assume totalement le fait de mettre des faux cheveux. Elle dit d'ailleurs que elle a réussi sa carrière grâce au maquillage, qui lui a permis de faire différentes expression du visage, et aussi grâce aux cheveux qui lui a permis de faire plusieurs couleurs, tout ça, tout ça. Donc elle assume totalement le fait d'avoir mis ça, puisque quelque part ça l'a aidé dans sa carrière. Sinon elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait, mais elle a quand même des cheveux, voilà. Elle avait quand même une bonne longueur, elle avait APL à peu près jusqu'aux épaules. Et ses cheveux, je crois, ils sont plutôt 4B, 4A, 4B, un truc comme ça. Et elle a des cheveux plutôt châtain clair, voilà, avec des brins de blond, brun, châtain clair. Et à un moment, elle s'était carrément rasé la tête aussi, voilà, parce qu'elle a vraiment pas peur de changer de look. Donc elle s'était rasé les cheveux, c'est un petit défi comme ça. Elle a fait toutes sortes de coiffures, elle est passée du blond au roux. À un moment, vraiment, sa marque de fabrique, c'était vraiment les cheveux roux. Elle faisait tout le temps les cheveux roux, avec les yeux verts, puisqu'elle a les yeux verts, ça allait bien ensemble. Et c'est récemment aussi, en début d'année, je crois, elle a fait des locks aussi, des fausses locks, et ça lui allait très bien, vraiment, c'est très très joli. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer une partie du Tyra Banks Show, que je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, dans laquelle elle a parlé des cheveux chez les noirs américains, puisque en Amérique c'est vraiment un sujet très sensible. Et donc voilà, je vous laisse regarder. Sitting here a little differently right now. My hair is in cornrows because I'm about to let you in on a controversial subject that not a lot of people know about. It's a show that I have wanted to do for a long time. In fact, ever since we started the Tyra Show. But then I told my staff, and my staff is very diverse about this show, a portion of them, a lot of my producers that happen to be white, were like, Tyra, what are you talking about? This black hair woman thing, what? They didn't understand, and I had to explain to them that it's a topic that is so heated, it is so charged in the African-American community and in a lot of other cultures, that Chris Rock actually spent 2 years of his life making a movie about it, about after his 4-year-old daughter, Lola, asked him, Daddy, how come I don't have good hair? Now, the movie just debuted at Sundance, and Chris Rock, he even asked me personally, he came to my offices personally and wanted me to use a clip from the Tyra Show for it, and his documentary or his movie is called Good Hair. Now, when black women talk about good hair, you hear things like hair that's not kinky or coarse or nappy, hair like an afro that's not like an afro. You hear, you know, when they say good hair, a lot of them are saying hair that is smooth and straight like a white girl's.
or an Indian girls, or sometimes a Puerto Rican girls. And they spend thousands of dollars and countless hours using chemical relaxers and putting weaves in their hair to get it. And I just said they a lot. I should say we. This is Tahita, and she's thinking about going back to her natural hair. What's your natural hair like? It's coarse. Coarse. Nothing straight about it. Okay. So's mine. My natural hair is coarse. And it's just something that I've been contemplating on, but haven't really went full force with it because I'm thinking that I'm not going to get a lot of compliments that I used to get. I'm not going to look as pretty as I usually would if I had the weave or the extensions. How much money have you spent on keeping your hair straight? Wow, over $20,000. $20,000? Over $20,000. Wow, I probably spent even more than that. Yeah. I know the number sounds crazy, but when you add it up, you know, did you guys know that black women spend more money on hair products than any other culture in America? We make up like 6–7% of the society in America, black women, but we spend 80% of the 100% of hair product. That's how much we spend. 80% of all hair product goes to black women. Okay, so you're contemplating this natural thing. Why? Why do you want to go natural? Because over the years, I've damaged my hair really, really bad to the point I can't even wear it out unless I have it relaxed or, you know, something like that. I heard that you have issues with bills because you spend so much money on your hair. Yes. I went to the extreme of not paying a bill or two to get my hair done. Well, to help Tahita make her decision, we put together a panel of women who have varying opinions on natural hair. So I have to ask you guys, do you believe that there is a such thing as good hair? Absolutely. I have the best hair in Atlanta. I have the white girl flow, and my hair does this. You have the what? The white girl flow. The white girl flow? Yes. Okay, explain to me what the white girl flow is. Everybody's like, oh my God, did you just say that? Yeah, I could do this. And like a lot of black girls just can't do that with their hair, and they honestly just can't because they don't have good quality hair, and I do. Okay. and Kelly, Akia, what do you have to say about the white girl flow? I think I've never heard that before, actually. I wouldn't put it like that per se, but we do stay in a Eurocentric lifestyle. We've been in America. Even though we came here unwillingly, we're here now, and we've adapted to this way, and we're accustomed. And I think that it's more professional. It looks better when you look at it. The appearance isn't coarse or kinky or matted. The term nappy hair is always a term of contempt, so no one was ever saying you got nappy hair by saying you got good hair. So I technically do think that nappy hair would be considered a bad grade of hair. Okay, but you guys are talking about, like, there's a difference, and I think it's very, very, very important, especially for our audience at home, the women that are not black, to understand the different types of hair. Right. Because, Shay, you straighten your hair chemically? Yes. Okay, so naturally your hair is? Very nappy. Like how mine is right now. Like I braided my hair natural, so it's really kinky. Curly and coarse, yes. Okay, so but you straighten your hair. Yeah. So is that good hair to you, or is that nappy hair straightened? It's amazing hair to me with my hair straight. Speaking for a person who has hair, I think that my hair is more matted and coarse and kinky. I have a kitchen in the back, what black women like to call kitchens, because it's real coarse. It looks like a scarring pad. Women with more loosely coiled hair, Tyra, like I think that you have. My hair's not loosely coiled. My hair would never lay down like that. Listen, with some gel and a toothbrush. Right, I had to use mad chemical. Exactly, I had to use mad chemical. I had to use mad chemical on my hair for it to lay down. Yeah. I think it's more manageable with hair that's less loosely coiled. Why does your hair have to lay down? That's the question. Why do you have to have a hairstyle that's laying down? That's just like straightening it anyway. Well, why do I have to have an afro to technically define me as being black? I think that I'm black, and I think that I'm a strong black woman, and in today's society, I think that straight hair is just more acceptable. You don't have to have an afro to be a strong black woman, but you have to not hate on what you really are to be a strong black woman. Your natural state. I'm American. You're an American, but American has nothing to do with hair. We have put this on ourselves. We have made ourselves hate the texture of our hair. We have let other people's ideas. I don't hate the texture of my hair, but coming from the African and my African descent, when we came into this country, we didn't have African combs to comb our hair with, so we had to adapt. Having kinky hair was an evolutionary adaptation in Africa.
we got kinky hair. You don't have to have a comb to comb your hair. There are other ways to style your hair. The problem with black women is we have to learn how to style and treat our natural hair and stop trying to conform to something that is not natural and is unhealthy for our hair. Which takes a lot of preparation. My hair is very healthy. I disagree. Your hair can't be healthy with relaxers. My hair is very chemical healthy. relaxers do not make your hair healthy. I don't care how shiny it looks. I don't care how much it bounces. When you put that chemical on your hair, it is sucking moisture out of your hair. It is breaking your natural hair down. I have proof. I used to relax my hair. But growing your dreads, you don't wash your hair for 3 months. I wash my hair every day. When you first got the dreads, you wash your hair every day? No. You wash your hair every day now, but when you first started getting dreads, it was matted and kinky and nappy. You couldn't wash your hair for 3 months. I know the preparation that it takes. That is the misconception of dreads. Anybody in the audience not black, confused right now or understanding what's going on? Anybody? Why don't you come to the mic? People are confused. Why don't you come to the mic with the pink sweater and explain to us what you're confused about? Because I can break it down for you, maybe. The biggest thing I don't understand is not washing your hair every day. Well, actually, it's not good for people, for a lot of people, even people with straight hair, to not wash your hair every day. A lot of hairdressers are saying that now, that it's not good because it depletes your hair with moisture. But one thing I can explain, black women don't wash, a lot of us don't wash our hair every day because our hair tends to be drier, and the more we wash it, the more it dries out. Also, the chemical straightening and all the process that we use to straighten it takes so long, it would be almost impossible to straighten it every single day. So you don't wash it every day. And it kind of tends to get better with time after a couple of days, kind of like marinating some chicken. You know, where like put it in the fridge, and after a couple of days, it just kind of starts looking better as well. So I'm not saying over perm and over process your hair. There's ways to take care of your hair using chemicals. And even if you don't, if your hair is naturally more loosely coiled, you still need that preparation. Okay, so Tahita, you have heard both sides of this story. Do you want to go natural, or do you want to stay straight? This is why it's making it so hard, because I want to go natural, but then I don't know how people would perceive me. I don't know how people would take to me, you know, with my natural hair, because a lot of people never seen me with natural hair. Yes. Yeah. You do? I'll try it. Doesn't hurt to try. Yeah. I'll try it. Okay. Well, I'm going to send you backstage right now. I actually have some really great hairdressers that are going to make your hair a beautiful, natural texture. So go on there back now. Okay. Okay? You didn't know, girl, right now. Go on back there. We're going to see Tahita at the end of the show what she looks like natural. We'll be right back. The pressure to have so-called good hair, and that's hair that a lot of black women say is smooth, it's silky, it's long, it's not kinky, it's not coarse. The pressure to have that starts in childhood for many African-American women. So we wanted to check in with some very young girls to see how they felt about their hair. Check these kids out. I'm Kiana and I'm 8. I'm Kalasia and I'm 5. I'm Shania and I'm 6. I'm Aaliyah and I'm 5. One of my producers joined the girls to get to the root of the matter. Okay, everybody, I want you to describe your own hair. I like my hair because it's soft and long. I don't like my hair because it's nappy. I like my hair when it's relaxed. How does it feel when they relax your hair? When I get my hair relaxed, it burns, but I like it because it's straight and it's like my friends at school. I like my mom to cut my hair so the kids to stop making fun of me. The kids make fun of you at school? Yes. And how does it make you feel when the kids do that to you? That made me feel sad. Next, our producer asked the girls, what is bad hair? Bad hair is frizzy hair, poofy hair. If people talk about your hair, it's bad. When I see people with nappy hair, I think they're lower class. Now, Shania, you have something that you brought today, right? I brought my Hannah Montana wig. Tell me why. I think people like me better when I have my Hannah Montana wig on, because my hair is long and pretty. And sadly, all the girls had one thing in common. So now,
Let's talk about the hair that you don't like at all. The hair that you would never want to have, okay? It's nappy and it's gross. I think white people have better hair than black people. So let's talk to their moms. We have got teary. All the moms are like crying. Oh my God, my poor babies, my poor black girls. So Mecca, your daughter Shania, she commented that she does not like her hair. She really made me tear up with the Hannah Montana wig. That's why I'm tearing up right now. Yeah, she loves it. Most of the kids, she hang around in white, so she's like, Mommy, I want my hair like hers, or can you put a perm in my hair? I'm like, Shania, you're sick. She can't get a perm. So like, how does it make you feel that she only feels really pretty and accepted with a Hannah Montana wig on? Because even Hannah Montana, the real Hannah Montana, Miley Cyrus, that's not even her hair. I know. Right? It's not. I feel kind of bad sometimes, but I tell her, like, your hair is beautiful. Like, she doesn't need long hair like that. Her hair is long if I straighten it. Sometimes I straighten it with the hot comb or the flat iron, but I'm not going to put a perm in it. She's too young. You're not going to chemically straighten her hair? No. Good. She's too young. Okay, and then Shantae, your daughter, Malia, to produce your daughter, you did something to make her how she is. What did you do? I decided at 11 years old I'd have a baby outside of my race so she could have better hair. You decided at 11 years old that you were going to have... I was teased, called nappy head, bald headed. So I decided to have a baby outside of your race. And what race did you decide to have a baby with? My daughter's half Latino. She's half Latin. All right. And when you look at children that have hair that is coarser, what does that make you think? Like me when I was growing up, low class and poor. And your daughter was the one that said that kinkier hair is low class? Yeah. That she got that from her mom. Okay. And then we have Mary, Kalaisha's mom. You were tearing up a lot when you were watching that, and me looking at you made me tear, but I didn't know why you were tearing. It's hurtful because when she comes home from school, the kids tease her because her hair is so long and because it's so good. And when she comes home, she's crying. They have pulled handfuls of her hair out of her head before. And when she comes home, she said, Mommy, can you just cut my hair so it can look like everybody else's so they can leave me alone? So it's very hurtful for her to come home. And I tell her, Kalaisha, you're you. Your hair is you. Everybody is different. You accept yourself the way you are. And some people don't feel good about themselves, so they tease others to make themselves feel good. Shantae, do you wish that your daughter, do you wish that you could have had a daughter like her daughter with long hair like that? Yeah, my daughter's hair is without having to go outside of your race to get it? No. No? I've never dated an African American. Never. Because you don't want to have offspring. You don't want to make the mistake of falling in love with a black man and having some kinky-headed babies. Nope. Okay. All right. And then we have Dawn. Dawn, your daughter Kiana, you are a white mom. Correct. And you've had an interracial child. And tell me about how you feel about your daughter's hair. I relax it and I put weave in it because it's just easier for me to manage. Wait, how old is she? She's 8. She's 8 and you put weave in her hair? Yeah. Really? Yeah. And she's got thick hair, but you know, we get up in the morning and it's easier for me to unwrap her hair and go than sit there and put ponytails in it. Being a mom that had a child of color, did you ever think to maybe get taught of how to do her hair? I have, and I've learned, but... without the relaxers at such a young age? Without the chemicals on her scalp? Yeah, but my life, and really it's selfish. I mean, I'm the one that's doing it for me because my life is so busy that I don't have the time to sit there and do her hair in the morning or do it in the evening. And then we have Michelle, and you're Rainisha's mom. Yep. And tell me, how old your daughter? She's 3. And how do you do her hair? I relax her hair also. You chemically straighten your 3-year-old daughter's hair? Yep. You chemically straighten her hair? Yep. And when did this start? This started about 4 months ago. When she was born, she had really good hair. She had what hair? She had really good hair. And what does that mean? I consider good hair nice and curly, soft. About 2.5 years old, it started getting nappy. So I tried to blow dry it, straighten it. I tried everything. It doesn't work. And
Now that I perm my daughter's hair, she feels comfortable with me doing her hair. I could put a comb through it. It's easy to manage. It doesn't take long. She doesn't cry, and she loves it. Of course, every little black girl cries when her hair is done and getting done, and the mama's combing the, you know, the comb through it to get that ponytail. But putting a relaxer that early, I don't know. That to me, that seems like not healthy, mentally and physically for the child. Well, I think if it wasn't, then they wouldn't make it for young kids. 3 years old? I don't know if it's for 3 years old. We'll be right back. Ensuite, Tyra Banks aussi a fait une autre émission qui s'appelle America's Next Top Model et dont je vais vous mettre une petite vidéo où elle va expliquer comment elle a eu cette idée. Elle est dans le Oprah Winfrey Show et elle va expliquer comment cette idée lui est venue. Puisqu'en fait, elle-même, elle a été dans des chambres dans des chambres où elle était avec d'autres modèles. Et elles devaient vivre ensemble et après faire des castings, des photoshoots, tout ça. Elle a eu l'idée de le faire en jeu pour que des personnes se fassent repérer, qu'elles aient des contrats pour devenir mannequins, tout ça, tout ça. Et c'était vraiment une bonne idée, une idée révolutionnaire qui a inspiré au moins 170 pays. Enfin, pardon, non. L'émission, elle a été diffusée dans 170 pays. En France, elle a été diffusée sur Direct Star. Et elle a inspiré 17 pays qui ont fait leur propre version. Danemark, Danemark Next Top Model, Australian Next Top Model, Asian Next Top Model. Et je pense qu'en France aussi, ils ont presque fait la même chose puisqu'ils ont fait Top Model France, je crois. Quelque chose comme ça, Top Model France. Bon, donc elle a inspiré pas mal de gens. Et donc dans cette émission, d'ailleurs, elle a permis à beaucoup de personnes de se faire repérer et d'être célèbres. Beaucoup de célébrités qu'on connaît maintenant qui sont fait repérer dans cette émission, qui n'est pas facile. Hein. C'est un mélange de Koh-Lanta, de Secret Story, de Fear Factor, mais vraiment parce qu'ils sont dans une chambre, dans une maison très belle, ils font des voyages, ils font beaucoup de choses, mais en même temps, ils doivent faire beaucoup d'expériences, beaucoup de challenges, de défis, très très durs parfois, très physiques, et très mental aussi. Il faut être fort mentalement. Nanana. Bon. Et donc là, vous pouvez voir, oui, son fameux slogan aussi, c'est Smiles, le Smiles. Elle a lancé un truc qui s'appelle le Smiles et qui consiste à sourire avec le regard. Parce qu'elle a des yeux vraiment très grands et elle a inventé ce concept qui consiste à sourire avec le visage sans sourire, mais... Enfin... faire un regard fixe sans sourire, mais un regard vraiment profond qui fait que les yeux presque sourient, ils brillent et c'est presque comme s'ils sourient. Enfin, bon, en gros pour elle c'est ça, smiler. Et elle a souvent fait dans ses photos et je pense que c'est ça qui fait que la plupart de ses photos attirent l'attention, c'est qu'elle a vraiment un regard très prenant. Et donc elle a, là vous pouvez, donc elle a fait cette émission avec un gars aussi qui est efféminé comme ça, j'ai oublié son nom, Madame Ciao, non j'ai oublié comment, Madame, je me rappelle plus comment, c'est quoi son surnom, mais il est gay. Et elle avait dit aussi que le fait d'avoir des amis gays, ça l'a beaucoup aidé, puisque les gays apparemment, ils ont un très bon sens, ils ont des très bons goûts pour les femmes au niveau des habits, des looks, tout ça. Elle a dit ça, que toutes les filles devraient avoir au moins un copain gay, et qu'ils aident à avoir confiance en... Ils peuvent aider les filles à avoir confiance en elles, savoir comment s'habiller, tout ça, tout ça. Bon bref, ça c'est notre sujet. Et là, je vais vous montrer des personnes qu'elle a rendues célèbres. Il y a Winnie Warlow, une fille qui est atteinte de la vigitilo, et qui est une très grande mannequin maintenant. Elle est d'ailleurs la première mannequin, je pense, avec cette maladie. Et qui ne s'est pas laissée abattre sur cette maladie, mais qui en a fait une force. Ensuite, il y a eu aussi Jazzlyn, qui a été la première latina à être nommée. Elle était très arrogante, hein, très orgueilleuse, mais elle a eu raison puisque ça a payé. Même si parfois ça a été dur, mais au final, elle a réussi à gagner. Ensuite, il y a Eva Pinkford aussi. Une jolie métisse avec la peau mate et avec les yeux verts et les cheveux courts, qui va jouer dans plusieurs... non. Les films, je suis pas sûre, mais oui, je crois qu'elle va jouer dans des films.
et surtout dans des clips. Elle va tourner dans pas mal de clips, notamment dans le clip de Soprano. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Elle a joué dans un clip de Rof, hein, mais vraiment il n'y a pas longtemps, elle a été dans un clip de Rof, je ne me rappelle plus. Et dans d'autres clips aussi. Mais je ne me rappelle plus. Bon, et ensuite il y a Yaya d'Acosta aussi, qui est très très belle, avec de longs cheveux naturels. Il me semble qu'elle est nigérienne, moitié afro-américaine, je crois. Et elle a vraiment percé puisqu'elle fait partie des célébrités à avoir de très beaux cheveux naturels et tout. Avoir une beauté naturelle, en gros, sans mettre trop d'artifice. Et elle a joué aussi Whitney Houston dans sa biographie, voilà. Parce qu'ils ont fait un film pour Whitney Houston il n'y a pas longtemps et elle a joué Whitney Houston. Elle a très bien interprété. Et elle a très bien chanté aussi. Vraiment, ça a vraiment été réussi par rapport à... Vraiment, le film de Whitney Houston, il est pas mal. Contrairement à Alia et Tupac, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais apparemment, Alia et Tupac, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, voilà. Et qui trouvent que ça n'a pas été vraiment bien réinterprété, ça n'a pas vraiment bien illustré la vie. Mais elle, Whitney Houston, elle a bien été jouée par Yaya d'Acosta. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer quelques passages de America's Next Top Model. Why are the girls sometimes you think so mean on Top Model? Because so much is at stake. I think a lot of it is at stake because, you know, it's a whole new world of the reality world of overnight success and overnight fame, and they can taste it and it's so close. So they're like, you know, you better get out my way. Where'd you get the idea for that show? That is such a good idea. It's a weird, okay. I was in my kitchen fixing some breakfast and I had on my underwear. And, was it Victoria's Secret? Of course! Yeah. And I walked from the kitchen to the dining room. Oprah, I looked out the window. It would have this beautiful view, and it came to me. I was like, I want to do like an American Idol, but for models, but they live together like the real world. Wow. Like that show, The Real World. Yeah. And then I modeled it after my own experience. I lived in a model's apartment with 8 girls. Actually, I had a girl wake me up in the middle of the night, and she was like, you stole my alarm clock. And I was like, okay, all that stuff. I was like, I don't need your alarm clock, you know. So I was like, you know, all that reality of models living together, and every single thing the girls have done, I've done. All those weird photo shoots, whether they're hanging from wires or underwater, I've done all of it to make it real. So it's not like Fear Factor, but it's really true. It's what I've really done. Wow. Yeah. And when it was just sort of took off like that, were you surprised? I knew it would be successful. Does that sound egotistical? No. No, I knew it would be successful just because I'm a control freak and a workaholic and just obsessed with film and TV and stuff. So I knew exactly what I wanted it to be. I didn't know it was going to be putting UPN on the map and all that. Yeah, all I didn't know. That's fantastic. Yeah. Congratulations. Thank you. You deserve it. Thank you. You deserve it. Okay. Okay, she wants to know why you walk like this. Explain. Try to explain. This is my signature walk, and this is what's going to make me famous. Keep smizing and stay flawsome. Welcome to Ms. Mojo, and today we'll be counting down our picks for the top 10 outrageous America's Next Top Model moments. I'm so sorry, you guys. I don't mean to be all weak in front of you, but I'm just so lightheaded. For this list, we're counting down the craziest, most unforgettable moments from the hit modeling competition show's 22 seasons. And yes, we had plenty to choose from. This is a competition. This is not America's Next Top Best Friend. Number 10, the conveyor belt catwalk. And the conveyor belt will be moving. Are you kidding me? In Cycle 15, Tyra gave the girls an unforgettable lesson on the art of runway composure. I was like Gumby on a conveyor belt. It was awful. Forced to work against the grain in the form of a catwalk conveyor belt, each contestant grinded it out while desperately hoping to minimize the embarrassment. Oh! Lord, I did not just say that. It was really bad. Unfortunately, not all succeeded. One girl nearly broke her butt, while another called out for the Holy Ghost. Definitely not the scenarios that one typically associates with high fashion. By the end, though, everyone realized that a run down the catwalk could be deadly and fierce all at the same time. I've never felt more embarrassed at one time in my life. I'd rather have natural labor again than do this. So you're gonna have to say bye-bye to Beauty Queen. We're not just cutting this just to cut your hair. Oh, this no. fits your face. Your face is strong enough to handle that. Now the wife of Arrow actor Stephen Amell, back in 2004, Cassandra Jean Whitehead
was just a 19-year-old beauty queen with a deep connection to beauty queen hair. Cassandra, why are you crying? I love my hair. And when a big makeover drastically altered her appearance in cycle 5, even Tyra wasn't satisfied with the result and made the controversial decision to chop off even more, 1 inch. Initially, what Tyra really wanted was like a Mia Farrow cut. Like she wants this all a lot shorter. See, I'm not really comfortable cutting it again when I haven't even gotten a chance to really work it yet. Some girls might have had no problem going forward with such horror in the spirit of competition. You may not like it at first, but you have to get into it. You have to try to see the good in it. But this one didn't want anybody to change the essence of who she was, as this was a time when humans did not have the luxury of growing hair back, or something like that. I have to be myself, and I want to walk out of this competition knowing that I did what I think was right in the long run, and that includes not letting people try and change the way I am. Number 6, the girl who was owned by a pendulum. And you girls have to walk through these pendulums. When an aspiring model signed up for Top Model, she could surely expect catfights and the occasional surprise, but not a multitude of giant runway pendulums that swing back and forth like some kind of weird Japanese game show. I was so embarrassed thinking, oh man, I messed it up, I blew it. But this is America's Next Top Model we're talking about here, and regardless of the potential danger, you still gotta work it. Even so, Alexandra had difficulty multitasking in cycle 14, and still managed to get violently launched off the runway. Or so it might have seemed. She fell twice. I was like, oh my gosh. Number 5, flesh-eating bacteria scare. Oui, donc, là maintenant, je reviens sur Tyra Banks, et donc là je vais terminer parce que ça a été très très long. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a fait pas mal de coiffures et de looks différents dans sa carrière. Elle a aussi fait des œuvres caritatives, donc c'est une femme très engagée dans le féminisme, l'aide aux personnes en difficulté. Et donc en 1998, elle a créé la T-Zone Foundation, un camp d'été pour les jeunes, pour les adolescentes, pour les aider à être autonomes, avoir de l'estime et la confiance en soi. Et maintenant, elle a encore plus élargi, puisqu'elle accueille aussi les femmes à faible revenu qui sont en difficulté, célibataires. Voilà, très engagée. Et d'ailleurs, elle a eu aussi pas mal de récompenses, pardon. Donc, on va parler de son influence d'abord. Depuis 2007, elle est classée parmi les femmes les plus influentes du monde par le magazine Forbes. Et des journalistes font souvent des comparaisons entre Oprah Winfrey et Tyra. Ils disent que Oprah ils surnomment Oprah la maman de l'Amérique et Tyra la cool grande sœur. Ensuite, elle a eu en 2008 elle a été récompensée par un BET Award pour sa carrière dans le mannequinat et pour sa carrière dans la télévision aussi. Et d'ailleurs, on ajoutera que ça a été la première femme, je pense, à être passée de mannequin à animateur et producteur TV. Et parce que Oprah Winfrey, elle a participé à des concours de beauté, mais elle n'a pas été vraiment mannequin. Elle a été d'abord dans la radio, puis dans la télévision, il me semble. Donc vraiment, Tyra, c'est la seule à avoir eu ce parcours original d'être d'abord mannequin, puis d'être à la télé, animatrice, actrice, productrice, tout ça. Parce qu'elle a même produit un film aussi, il n'y a pas longtemps, il me semble. Ensuite, bon bref, il faut aller voir dans sa biographie parce qu'il y a tellement d'informations que je synthétise. Ensuite, elle a eu 5 Fashion Awards pour le Tyra Banks Show. Et pour le Tyra Banks Show, le maire de New York, Michael Bloomberg, lui a remis le prix de proclamation de la ville. Ensuite, en juin 2008, elle a reçu un Daytime Emmy Award. Donc ça, c'est par rapport à la télévision pour son émission informative. Ensuite, en 2009, elle a eu le prix GLAAD Media pour c'est le Gay and Lesbian Alliance Against
defamation, donc la lutte contre les préjudices et les injustices envers les personnes gays et lesbiennes. Donc elle est très engagée par rapport à ça, puisqu'elle a des amis, elle a pas mal d'amis qui sont efféminés, gays, tout ça, tout ça. Ensuite, donc là, je vais aller vraiment sur les choses les plus importantes pour terminer. Elle a fait non, pardon, sa fortune personnelle a été estimée à 90 millions de dollars en 2014, il me semble. Et on dit que chaque année, elle gagne 18 millions de dollars. Et là, récemment, elle a été animatrice dans l'émission America's Got Talent. Oui, America's Got Talent. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, elle avait publié une vidéo sur un gars qui vient juste de mourir. Il voulait être chanteur, il chantait très très bien, c'était un professeur et il est mort. Je mettrai le lien en bas. Donc une très bonne animatrice. Ensuite, elle a eu... depuis juillet 2008, elle a sa statue de cire qui est exposée au musée de Madame Tussauds à Londres, au Royaume-Uni. Donc elle a posé encore pour plusieurs grandes marques, Victoria's Secret, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Chanel, Pepsi, Nike. Et elle s'est retirée des podiums depuis 2005. Elle a dit qu'elle voulait quitter le mannequinat avant que ça soit le mannequinat qui la quitte. Elle a préféré partir avant qu'on lui dise qu'elle ne soit plus capable. Et elle a voulu tenter sa chance dans d'autres domaines par sécurité, voilà, pour pas avoir que le mannequinat. Elle a eu raison puisque ça a marché. Elle est aussi surnommée la princesse du talk show ou Every Woman, toutes les femmes, par le magazine Examiner. Et elle est aussi engagée pour des causes comme l'écologie ou la souffrance des jeunes filles, comme ce que j'avais dit tout à l'heure. Et ensuite, pour terminer encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire, elle a fait un test d'ADN récemment. Et parce que voilà, il y avait toujours des rumeurs comme quoi elle était mixte, mais ses deux parents sont noirs. Et si vous regardez bien, son père, ça se voit qu'il est vraiment afro, noir. Mais en revanche, sa maman, elle est plutôt métissée. Elle n'est pas métissée vraiment européen, mais elle est métissée plutôt indienne, native. Parce que sa mère, elle est presque rouge en fait. Elle est vraiment... on dirait presque une indienne parfois. Elle a des cheveux courts, mais on dirait presque une indienne. Et donc ça se voit que sa mère, elle est moitié amérindienne. Je pense que vous avez dû le remarquer. Et son père peut-être aussi a du sang européen. Ce qui fait qu'elle a 79% de sang africain. Donc africain, ça veut dire beaucoup de pays. Hein. Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal. Parce que vous savez, les Afro-Américains, ils viennent d'un peu partout. Voilà. Et donc de plusieurs pays d'Afrique, de plusieurs pays d'Europe. Elle a aussi 15% de sang britannique, d'Angleterre. Et elle a 6% de sang natives amérindiens. Et elle a dit qu'elle était vraiment étonnée parce que, en général, les Afro-Américains, ils ont en moyenne moins de 5% de sang amérindien. Et donc, elle fait partie des rares Afro-Américains à avoir plus de 5%. Et je pense qu'elle tient ça de sa mère parce que sa mère, elle est vraiment rouge. Elle est vraiment presque rouge. Donc voilà. Et donc, ses yeux clairs doivent probablement venir de ses ancêtres britanniques, puisque en Angleterre, il y a pas mal de gens qui sont blonds ou châtains aux yeux clairs, voilà. Ensuite, pour terminer, son amie d'enfance a dit que ce qui fait que Tyra Banks est originale, c'est qu'elle n'a jamais changé, elle a toujours été la même depuis l'adolescence, toujours été fun, cool, et elle a toujours gardé les pieds sur terre, très cool. Et donc je vous avais montré aussi, elle aimait bien faire... Enfin, je vais vous montrer. Elle aime bien faire parfois des têtes un peu bizarres, des grimaces. Et ça montre qu'elle peut être une femme forte, indépendante, très belle, mais parfois savoir aussi... elle n'a pas peur d'être tournée à la dérision, pardon. Elle n'a pas peur du ridicule, voilà. Et je pense que c'est très important pour être actrice aussi. Pour être actrice et une showwoman, ou man, il ne faut pas avoir peur du ridicule, voilà. Et donc elle a bien compris ça. Et elle voulait montrer aussi que personne n'est parfait. Parce que souvent les gens, ils ont tendance à croire qu'on est parfait. Et donc elle montre bien que personne n'est parfait.
Ensuite, et oui, je reviens encore sur le fait que le maquillage et les tissages ont beaucoup aidé quand même. Ensuite, donc là c'est la dernière citation. La dernière chose qu'elle a dit dans son documentaire, c'est qu'elle voulait aider et élever les jeunes filles pour qu'elles embrassent toutes les formes de beauté, et que ça ne lui dérange pas si dans 15 ans les gens ne se rappellent plus d'elle, mais elle veut juste qu'on l'on sache pourquoi elle s'est engagée, dans quoi elle s'est engagée, et elle veut que la définition de la beauté soit plus large car elle est limitée. Elle est très restreinte et elle veut qu'elle soit plus large. C'est pour ça qu'elle n'hésitait pas, elle est très ouverte, je pense que c'est ça aussi la clé de son succès, c'est qu'elle est très ouverte, qu'elle aborde toutes sortes de sujets, de thèmes, et qu'elle aborde aussi toutes sortes de personnes. Elle acceptait toutes sortes de personnes aussi dans ses émissions. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous ai fait une très longue biographie de Tyra Banks, et j'espère que ça aura intéressé les gens, voilà, qu'ils n'ont pas perdu du temps. Et voilà, il y a une dernière photo aussi de Tyra Banks mélangée avec une image de Marilyn Monroe. Et le rendu, il est vraiment pas mal. Je l'ai mis parce que c'est vraiment joli. Voilà. Je sais pas c'est qui a fait ce montage, mais c'est très très beau. Donc, et vous pouvez la suivre sur Instagram, elle est toujours active, voilà. Elle ne vieillit pas. Pourtant, elle a la quarantaine, mais elle ne vieillit pas. Bon, en tout cas, c'est une très belle femme, très bon exemple à suivre. Même si elle a beaucoup galéré, mais voilà, je voulais juste la citer parce que vraiment, quand même, elle m'a beaucoup inspirée. Même si je sais que le mannequinat, c'est pas parfait, hein, c'est pas très dangereux, mais en tout cas, il y a des bonnes choses aussi à prendre dans son histoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.